Français dans le monde, Marie-France Châtain-Laroche. Bonjour à tous. Les différences culturelles entre la France et l'Allemagne au sommaire de ce magazine, avec en toile de fond le regain d'attention que nous devrions porter sur le rôle de nos compatriotes vivant hors de France. Notre invité est André Angotti, auteur d'un ouvrage consacré au fonctionnement des équipes dans les entreprises, aborder facilement la complexité aux éditions d'Organisation. André Angotti, bonjour. Bonjour. Pourquoi ce livre ? Lorsque j'ai fait mon mémoire de DEA à la Sorbonne, j'ai travaillé sur... Diplôme d'études approfondies, on le redit juste pour... Voilà. Donc, le sujet que je me suis posé, c'était d'analyser de manière comparative ce qui se passait en France et en Allemagne. Bon. Mais mon problème, c'était pas de faire de l'analyse classique comparative. En Allemagne, c'est A, en France, c'est B, est-ce que A est mieux que B, et ainsi de suite. Ça n'a pas été du tout ça. Ça a été de dire, qu'est-ce qui, en définitive, là-bas fonctionne ? Et qu'est-ce que je peux, moi, au vu de ce que j'ai compris de ce qui fonctionne là-bas, qu'est-ce que je peux, moi, créer en France qui ne soit pas exactement ce que eux font, mais qui s'inspire ou qui prenne racine dans une réflexion que j'ai pu développer là-bas. Alors, à partir de là, j'ai essayé d'identifier deux grands philosophes qui pouvaient représenter les deux mondes. Bon, je vais remarquer, ça n'a pas été très difficile parce que pour nous Français, Descartes, c'est évident. Et Kant, pour les Allemands, la rigueur de Kant est connue, puisque l'anecdote dit qu'il passait toujours pendant toute sa vie à la même heure, au même endroit, sous la pendule, avant d'aller à l'université. C'était un peu ennuyeux, ça. Voilà, mais c'est... Donc ce qui fait que, partant de là, j'ai essayé de comprendre comment tout ce cheminement est arrivé. Et en définitive, je suis parti sur des concepts philosophiques et religieux. Et je me suis dit, en définitive, Descartes, c'est le rationalisme, c'est Platon, c'est Saint-Augustin. Kant, c'est l'empirisme, c'est Aristote, c'est Saint Thomas d'Aquin, c'est une autre vision du monde. Et je dirais que j'ai opposé un petit peu la vision cartésienne, qui est plutôt la vision du dogme. C'est-à-dire que les choses sont ce qu'elles sont et on doit les respecter comme elles sont, à la vision un petit peu luthérienne aussi, qui est on remet en question, on n'est pas forcément d'accord avec le dogme, il faut comprendre ce qui est dit, il faut se battre pour faire évoluer les choses parce que c'est pas forcément des choses dans l'état qui fonctionnent bien. Donc ce qui m'a intéressé entre cet univers cartésien et cet univers kantien, c'est que je me suis dit, en définitive, je ne fustige pas l'univers cartésien, c'est pas mon but. Parce que Descartes a quand même permis de faire des avancées énormes, Descartes nous a fait évoluer, Oui, mais ce que vous dites, c'est que son système, il est révolu. Et quand vous dites, on va pas changer parce que ça a toujours été comme ça, je veux dire, quelque part, il y a plus de vie dans ce système-là. Disons que ce système, c'est comme dans tout système, je crois qu'il y a, comme dans un produit, quoi. Il naît, il vit et il meurt. Mais ça ne veut pas dire qu'à un instant donné, cette existence n'a pas eu sa raison d'être. Descartes... La rupture se situe où dans ce... Moi, j'ai tendance à penser que la rupture se situe au niveau de la démultiplication de la capacité qu'on a à capter de l'information. Je dirais à partir du moment où le monde de l'informatique a commencé à arriver, on est passé du monde manuel au monde informatique. On le voit, si vous voulez, par exemple, en termes de gestion dans les entreprises. On est passé de la manipulation de chiffres à la main avec à une première étape d'informatique de gestion où là, on avait à un certain niveau, une certaine masse d'informations. Maintenant, on est à d'autres étapes qui sont des étapes qu'on appelle, par exemple, des étapes des bases de données OLAP, qui sont des cubes en réalité, qui sont de la façon de représenter l'information sous 3 dimensions. Donc on a encore une masse d'informations qu'on peut gérer de manière terriblement complexe, démultipliée. Et le problème qu'on a avec Descartes, c'est que lui, dans son précepte d'exhaustivité, il dit que pour connaître un ensemble, il faut en connaître tous les éléments. Or, aujourd'hui, on est dans une situation où justement, les décideurs se retrouvent, surtout dans l'esprit cartésien, se retrouvent avec cette hantise d'être ceux qui ont pris la mauvaise décision, de ne pas avoir pris la bonne décision. Ça veut dire que, ne maîtrisant pas une masse d'informations importante, pour ne pas prendre une mauvaise décision, la seule solution, c'est de ne pas prendre de décision. C'est à partir de là... D'où l'immobilisme que nous connaissons, d'après vous ? Moi, ça vient de là. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que le système bouge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le système ne bouge pas, le risque est minimum pour tout le monde.
c'est un peu comme le Mikado, quoi. C'est-à-dire que si vous bougez rien, vous n'avez aucun risque de voir une pièce bouger. Si vous laissez en l'état, rien ne... Et donc, vous êtes dans un système où, en définitive, j'ai tendance à dire que tout le monde se tient plus ou moins. C'est-à-dire que, bon, s'il y a tel problème ici, je ne cherche pas à dévoiler telle chose ou aller chercher telle chose, parce que je sais que de mon côté, on ne viendra pas. Donc, on va dire que les cartes sont distribuées, et donc on ne va pas redistribuer les cartes. On ne se pose pas la question de savoir s'il y a peut-être une nouvelle carte à sortir, ou si peut-être quelqu'un qui arrive à avoir quelque chose de nouveau à apporter, et ainsi de suite. Alors il est temps à vous entendre, André Angotti, que les choses bougent, que la France s'ouvre. Vous parlez du système qui prévaut chez nos amis allemands. Alors rapidement, qu'est-ce que nous avons à apprendre de nos voisins ? Alors personnellement, il y a un grand principe que je développe, c'est de dire, surtout, évitons de copier ce qui marche chez nos voisins. Parce que les raisons qui font que quelque chose marche chez nos voisins, on ne va pas les retrouver chez nous. On revient un petit peu à cette opposition entre l'univers cartésien et l'univers kantien. Le contrôle dans notre univers cartésien, c'est toujours un contrôle dans un sens répressif. C'est-à-dire que par rapport à... Et ça, je le vois sous l'angle religieux, si vous voulez. C'est-à-dire que d'un côté, je dirais que le Dieu catholique est plutôt un Dieu qui est un Dieu de la punition, alors que le Dieu luthérien est plutôt un Dieu de la clémence, ou qui essaye de remettre... Et au-delà de ça, un rapport à l'argent très différent. Alors, en plus, un rapport à l'argent très différent. Ce qui fait que le contrôle... mais ça, le rapport à l'argent, on pourra y revenir, parce que c'est vrai que c'est assez fondamental. Et le contrôle, si vous voulez, dans l'univers français, étant pris de manière répressive, et non pas, comme dans l'univers allemand, la capacité à essayer de détecter une erreur ou un problème pour le corriger, alors qu'en France, c'est la capacité à essayer de trouver le responsable si jamais ça marche pas. Ce qui fait que on a plusieurs handicaps, c'est que, 1, on n'écoute pas, 2, on induit un message, 3, lorsqu'on répète, c'est pris pour une vexation. Et 4, lorsqu'il y a du contrôle, c'est pris pour quelque chose de répressif. Alors que dans l'univers kantien, la grosse différence, c'est que en France, quand vous êtes face à un problème, vous trouvez une solution, tout le monde est content. Allez, on a la solution, ouf, on est tiré d'affaire. Bon. En Allemagne, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque vous avez un problème et que vous avez une solution et que ça marche, les gens se mettent à devenir inquiets. La question, c'est qu'est-ce qui fait que cette solution va continuer à être pérenne, va continuer à marcher? Donc, ils vont se poser toute une série de questions pour essayer de comprendre et d'imaginer ce qui peut faire que cette solution-là se mette à ne plus marcher. Une capacité à anticiper beaucoup plus grande que chez nous. Chez nous, c'est ce qu'on appelle le système D, c'est-à-dire que on est face au problème, bon, on va trouver la solution. Alors, grosse différence entre le système allemand et le système français, c'est que c'est évident que nous, lorsqu'on est face à une situation comme on n'a jamais anticipé, on est perpétuellement face à des situations où on va essayer de trouver des solutions rapidement. Bon. Le problème pour les Allemands, c'est que s'ils n'ont pas anticipé la situation, ils se retrouvent pour eux, ça devient beaucoup plus délicat, parce que leur démarche intellectuelle nécessite une analyse, nécessite des vérifications, et si ce cas-là s'est pas présenté, ils sont beaucoup plus gênés que nous. Mais comme ce cas se présente peut-être statistiquement de manière plus épisodique que nous, ils ont forcément plusieurs longueurs d'avance, quoi. Ça c'est. Alors le temps passe, André Angotti, je suis désolée, mais j'ai deux questions. J'aimerais qu'on revienne d'abord sur le rapport à l'argent. Et si le système allemand n'est pas transposable chez nous, qu'est-ce qui serait bon pour que la France sorte de la situation dans laquelle elle se trouve, puisque le système cartésien est dépassé? Je reprends ma question. Donc le rapport à l'argent. Alors le rapport à l'argent, si vous voulez, c'est, je crois que c'est la grosse différence vient justement du côté luthérien, si vous voulez, ou du côté protestant, où le rapport à l'argent, c'est-à-dire que le fait de posséder, c'est une forme de reconnaissance qui oblige à prendre en compte les autres. C'est-à-dire, c'est une forme d'élection. Bon. Ici, en France, le rapport à l'argent, c'est une forme de pharisianisme, quoi. C'est-à-dire qu'on a tendance à le cacher, il faut en avoir sans trop le montrer, parce que c'est une façon d'étaler un petit peu. Ce qui fait que, il y a un sentiment de culpabilité aussi. Il y a un sentiment de catholique. Voilà, chez les catholiques, il y a le rapport à l'argent est sous-tendu par un sentiment de culpabilité. Bon, ce qui est pas ça du tout, parce que de toute façon, le vrai problème reste de créer de la richesse, et le vrai problème d'une société, on peut pas répartir une richesse qu'on n'a pas créée. Bon. Donc aujourd'hui, on est dans une situation, dans un monde chez nous,
où ce fait de ne pas être dans une problématique d'augmentation de la richesse, mais plus dans une problématique de, je dirais, de système de vie où on profite de la vie, quoi. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas d'accumuler des richesses, mais de profiter de la vie, fait que, en définitive, on se retrouve dans une situation où on n'accumule pas de richesses, on va creuser un trou parce que de toute façon, on ne peut pas répartir quelque chose qu'on n'a pas. Donc on se retrouve dans une situation d'emprunt, donc on se retrouve dans la situation qui a été décrite par le ministre de l'économie, où en définitive on finit par vivre au-dessus de ses moyens et pas pouvoir. Mais ça c'est justement une des conséquences de ce rapport à l'argent, qui n'est pas une façon saine de reconnaître que ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est parce qu'ils ont travaillé, et qu'après tout, s'ils ont travaillé, qu'ils ont beaucoup d'argent, tant mieux. Et les 35 heures étant passées par là, la frontière ou le clivage entre nos voisins allemands et nous s'est encore agrandi. C'est-à-dire que dans certains cas, si vous voulez, il faut comprendre, quand vous rentrez dans une entreprise allemande, il faut voir ce qui se passe. C'est que, au moment où vous arrivez, les gens se mettent au travail. 5 minutes avant la sortie, ils travaillent. 2 minutes avant la sortie, ils travaillent. 1 minute avant, ils travaillent. Dès que c'est fini, ils s'arrêtent. Alors que nous, on s'arrête 5 minutes avant la sortie. Gentiment. Facile. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut se préparer à être sur le départ au moment où c'est le moment de partir. Alors que les Allemands partent au moment où c'est le moment de partir. Donc, j'ai tendance à dire 35 heures soit, mais faisons-les les 35 heures déjà. Dans certains cas, je ne suis pas certain qu'avec la méthode qui consiste à, les échanges, quand on arrive, qu'est-ce que tu as fait la veille, qu'est-ce que tu vas faire demain, et ainsi de suite. C'est sympathique, c'est une forme de... Mais c'est un manque de rigueur qui, cumulé à une volonté de travailler moins, ne fait qu'amplifier le phénomène, quoi. André Gauthier, on est obligé de conclure et j'aimerais pour ça qu'on revienne sur le fait que, donc, ce que vous dites, c'est que le système cartésien est révolu, l'informatique est passée par là. Alors qu'est-ce qu'il faut à la France et est-ce qu'il y a un modèle à prendre quelque part ou c'est un petit peu partout comment voyez-vous? Alors, moi, ce que j'ai exposé dans mon livre, c'est que l'idée du livre, c'est ça, c'est de dire, je ne propose pas une baguette magique. Je dis seulement, il y a une cohérence cartésienne. Comprenons cette cohérence, avec tous les éléments qui sont liés à cette cohérence cartésienne dans les rapports dans l'entreprise, dans les rapports dans la hiérarchie, dans les rapports avec les personnes, dans les rapports avec les équipes, et ainsi de suite. Bon. Cette cohérence-là, pour moi, elle est révolue. Il y a une autre cohérence qu'il faut construire, qui est basée sur le fait que on ne peut pas tout connaître, que dans les rapports, dans les équipes, il faut savoir ne pas étiqueter les gens, il faut savoir que en fonction de l'arrivée de nouvelles personnes, les équipes changent, les équipes se transforment. Donc on n'est pas une personne unique qui un jour a eu un diplôme et qui tout au long de sa vie va vivre de ce diplôme ou va vivre de cette situation, de cette rente intellectuelle. Donc j'explique qu'en définitive, à diplôme égal, quelqu'un peut se transformer en expert, en bon élève ou en tyran. C'est-à-dire que si on n'a pas la capacité à s'investir et à se remettre en cause, à voir différemment, à abolir cette peur de l'erreur, cette peur de l'échec, c'est-à-dire que les erreurs, on en commet. Bon, mais il faut savoir les gérer. Le problème, ce n'est pas de ne pas prendre de décision pour ne pas commettre d'erreurs, c'est de vouloir avancer, de vouloir reconnaître le changement. Et quand je parle à la fin du livre, je dis qu'il faut se révolter, c'est-à-dire qu'il faut se révolter par rapport à ses propres habitudes, par rapport à cette envie qu'on a de vouloir toujours être à un niveau étal et à un niveau sans difficulté, pour qu'on passe d'un univers de cohérence, qui est le cartésianisme, à un autre qu'on va construire. Il faut créer un pont entre ces deux univers. Alors, le deuxième univers qu'on construit, j'en propose un certain nombre de règles que j'ai prises ou que j'ai transformées. Quelques-unes, rapidement. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai replacé le contexte de l'analyse systémique, c'est-à-dire la capacité qu'on a à gérer ce que l'on ne sait pas. J'ai replacé le contexte de la gestion d'équipe, c'est-à-dire ne plus considérer qu'une équipe, c'est une somme de compétences, mais une équipe, ce sont des personnes qui, si elles sont compétentes, ne sont pas forcément adaptées. C'est-à-dire qu'une équipe, c'est une alchimie qu'on retrouve classiquement dans une équipe de football, par exemple, puisqu'on a été une fois champion du monde. On sait très bien que c'est pas parce qu'on aligne 50 meilleurs joueurs du monde où on va avoir forcément la meilleure équipe. Ça n'a rien à voir.
Donc cette alchimie qui doit se construire différemment, c'est une façon de gérer la connaissance différemment, c'est-à-dire d'arrêter de croire que la connaissance, ce n'est qu'une accumulation de savoir, ce n'est qu'une accumulation de règles. La connaissance, c'est aussi ce que j'appelle la métaconnaissance, c'est-à-dire la capacité à gérer au-dessus de tout ce que l'on sait un univers de réflexion qui est légèrement différent, qui fait qu'on va activer telle ou telle règle. Mais surtout, ce que je dis, c'est que, attention, c'est pas un aboutissement. Parce que cet univers-là va être lui aussi un jour dépassé. Donc, soyons assez vigilants pour se rendre compte à l'avance que l'univers va être dépassé, pour ne pas être soi-même dépassé par les événements et ne plus maîtriser un certain nombre de choses comme ce qui nous arrive à l'heure actuelle. Parce que, à l'heure actuelle, bon, moi je considère que le vote sur l'Europe, c'est aussi une forme de réaction cartésienne à la française. Hein. C'est un repli sur soi, c'est je veux être sûr de tout comprendre, je veux être sûr de tout maîtriser, et ainsi de suite. Donc je verrouille tout, je bloque tout, et j'évite de m'ouvrir aux autres avec les risques que je peux... Il y a forcément des risques. Il y a forcément des difficultés, on va forcément commettre des erreurs, mais on ne peut pas avancer en restant sur place et en évitant de prendre le moindre risque. Donc tout cet univers-là, sortir du cartésianisme, c'est ça. C'est aller vers les autres, c'est quand on est français à l'étranger, c'est pas copier ce que font les autres, c'est comprendre ce que font les autres. C'est essayer d'imaginer, à travers la vision que l'on a de ce qui se passe à l'étranger, quelles sont les similitudes qu'on peut avoir en France, mais surtout quelles sont les transpositions qu'on peut faire qui peuvent nous apporter quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, les Français à l'étranger ont un rôle fondamental, c'est-à-dire que c'est eux qui peuvent nous permettre de découvrir de nouvelles choses. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Mon livre n'est que le résultat de j'étais un Français à l'étranger à un moment donné. Et je me suis posé certaines questions. Je ne me suis pas contenté d'exporter la France. Il y a une façon d'être à l'étranger, en tant que Français, que j'appelle touristique, et il y a une façon, je dirais, d'expatrier, qui est quelqu'un qui représente un potentiel qui doit pouvoir ramener en France un savoir qui va permettre de construire un nouvel univers. Le problème, c'est que ces Français dont vous parlez, ces Français qui vivent à l'étranger, quand ils reviennent en France, personne ne les écoute. Et c'est tout le problème. C'est ce que j'appelle le mythe de la caverne, c'est de Platon. C'est-à-dire que vous voyez les ombres dans la caverne. Bon, malheur à celui qui sort pour essayer de voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il revient, on veut qu'il revienne dans l'état où il était quand il est parti. Et dans un moule bien précis. Et dans un moule bien précis. Tu es allé à l'étranger, ok, soit c'est très bien, c'est super, bon, tu as eu des avantages, t'as vu des choses, alors on revient avec des photos, on revient avec des impressions, des images, mais point. C'est de l'anecdote. Mais ça va beaucoup plus loin, parce que le français à l'étranger, c'est le problème en France du français qui part en formation. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort de l'entreprise pour aller à une formation, c'est, dans notre univers à nous, c'est un français de l'étranger. C'est-à-dire qu'il revient dans l'entreprise, mais l'entreprise dit, écoutez, moi j'ai investi pour vous former, donc c'est déjà pas mal. La personne dit, écoutez, moi j'ai accepté d'apprendre pour être plus performant, et on la ramène dans son univers, on lui dit, c'est comme avant. Attendez, il peut y avoir que des frustrations, il peut y avoir que des révoltes, il peut y avoir que des sentiments d'inachevé. Donc, je dirais que le rôle du Français à l'étranger, il faut aussi qu'il se batte. C'est là où je dis qu'il faut se révolter. C'est que quand il revient en France, c'est à lui de se battre aussi pour dire attendez, mais c'est pas comme ça ailleurs. C'est pas. Essayez de vous bouger. Ne soyez pas, ne croyez pas. Nous sommes une tête d'épingle à l'échelle de la planisphère. Et André Angotti, vous savez comme moi que nul n'est prophète en son pays. Malheureusement. André Angotti abordait facilement la complexité, le titre de son livre paru aux éditions d'Organisation. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur le sujet, voici l'adresse mail d'André Angotti, andré.angotti@wanadoo.fr, Angotti avec 2 T. Ce magazine des Français dans le monde était signé Marie-France Châtain-Laroche, Marie-Hélène Rollin était à la réalisation, Richard Riffono à la technique. À la semaine prochaine, même jour, même heure.